Bienvenue dans l'ascenseur. Bienvenue à toutes et à tous. Dans les hors-séries de Bienvenue dans l'ascenseur, je vous présente des experts dont les recherches visent à accélérer l'ascenseur social en France. Prêt pour le départ ? Vous avez cofondé Article 1, une association très importante dont vous pouvez trouver dans ce podcast un hors-série, et également l'Ascenseur que vous avez fondé vous-même tout seul, qui est aussi une association dont on parle dans un hors-série de Bienvenue dans l'ascenseur. J'aimerais, Benjamin, vous interroger sur vos 20 ans en fait d'expérience sur ce sujet, pour déjà que vous nous disiez pourquoi vous avez eu envie de vous engager sur le sujet de la résorption des inégalités des chances, et surtout, quel est votre recul sur ce sujet depuis 20 ans ? Donc déjà, pourquoi ? Bonjour. Alors, vaste question. Pourquoi Alors, il y a évidemment un peu des éléments de vécu personnel. C'est toujours un peu ça. Hein. Dès qu'on creuse un peu pour savoir pourquoi on se lance dans une expérience associative, c'est toujours lié un peu à ce genre de choses. C'est effectivement une partie de mon histoire personnelle. Je viens de milieux populaires, comme on dit. J'ai pu faire des études universitaires, puisque je ne savais pas qu'il y avait d'autres possibilités qui existaient et que je m'étais mis de côté tout ce qui était notamment parcours aux grandes écoles. Et ensuite, j'ai été dans des fonctions en entreprise qui étaient dans les fonctions ressources humaines, où j'ai eu clairement l'impression, plutôt la confirmation du fait que en fonction de votre origine sociale, de votre couleur de peau, de votre genre, vous n'avez pas en France la même possibilité de faire des études, et donc vous ne débouchez pas sur les mêmes jobs. Et quand je regardais autour de moi dans les jobs à responsabilité des entreprises dans lesquelles j'ai pu passer, je me disais, mais c'est quand même un peu étrange de voir que tous ces gens avec une tête extrêmement bien faite ont quand même tendance tous à avoir une tête qui se ressemble. Voilà. Et c'était ça un peu mon constat, de se dire, moi je ne crois pas que l'intelligence ou l'envie de travailler soit inégalement répartie sur le territoire, donc il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Et malheureusement, le constat, il se confirme quand on regarde les statistiques, quand on regarde les chiffres. En France, si vous êtes issu d'un milieu défavorisé, si vous venez d'un quartier populaire, si vous venez de la campagne, si vous avez des parents qui sont ouvriers ou employés, même en travaillant beaucoup, à intelligence égale, à travail constant, vous n'avez pas les mêmes chances de faire des études supérieures et d'accéder à l'emploi. Bienvenue dans l'ascenseur. Du coup, vous avez quitté l'entreprise il y a 20 ans pour vous engager à 100% dans ce sujet ? Oui, c'est ça. Alors, j'ai fait un peu en parallèle. Hein. Comme j'étais en entreprise en charge des ressources humaines, c'était il y a longtemps, c'était aux alentours de 2004. On commençait à parler de responsabilité sociale dans les entreprises, et donc moi je m'étais approprié ces sujets-là dans les entreprises où j'ai pu aller, et notamment la dernière, c'était SFR. J'ai un peu défriché le sujet en créant les bases de ce qui existe toujours, c'est-à-dire une fondation qui travaille sur l'égalité des chances. Et puis j'avais investi ce sujet en me disant moi j'ai besoin de recruter des ingénieurs télécoms en particulier pour mon entreprise. Quand je regarde la sortie des écoles, ils se ressemblent un peu tous. J'ai envie, pour que ça ressemble aussi à nos clients, d'avoir des ingénieurs télécoms qui ressemblent à la diversité de la France. Et donc, j'essaye de voir ce que je peux faire plus en amont. Et c'est comme ça qu'était née l'idée, pour moi, de Article 1, c'est-à-dire aller chercher des jeunes de quartiers populaires, les accompagner dans des études supérieures pour qu'ils puissent devenir ingénieurs et qu'ils puissent ensuite rentrer dans mon entreprise ou ailleurs dans les télécoms. C'était ça l'idée de base. J'ai développé au départ dans l'entreprise, ça a bien marché. On a pu avoir assez vite des étudiants, des enseignants et des volontaires dans l'entreprise pour les accompagner. Et à un moment, je me suis dit, je vais externaliser ça et le faire à plus grande échelle en travaillant sur aussi d'autres profils que des ingénieurs télécoms, mais toujours avec cette idée d'accompagner des jeunes talents issus de milieux défavorisés dans leurs études supérieures. Donc ça, c'était il y a 20 ans ? Ouais. Et donc, vous avez du recul. Vous avez aussi créé l'ascenseur à peu près à la même époque. Donc, c'était quoi l'idée de plus ou de moins ou à côté, quoi ? L'idée, c'était de dire qu'il y a des associations formidables qui font un travail remarquable contre l'inégalité des chances, dans l'accès à la culture, à l'école, à l'emploi, à l'entrepreneuriat.
Il y a vraiment des choses très belles qui se font, avec des assos qui font un travail de terrain, avec généralement peu de moyens et avec des résultats impressionnants, sauf que elles restent inaudibles. Et l'ascenseur, c'est ça au départ. Donc on s'est mis dans un lieu, l'ascenseur, où on a regroupé des assos qui font à peu près le même travail, ou en tout cas qui ont les mêmes convictions. Et puis on essaye de parler d'une seule voix pour expliquer ce qu'est l'inégalité des chances et quelles sont les solutions que l'on porte. Et surtout, on le fait en coalition. Enfin, l'idée, c'est de le faire avec d'autres assos, de le faire avec des entreprises et de le faire avec des territoires. Quel est votre regard sur ce sujet depuis 20 ans ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il a progressé ? Là où il y a une étape intéressante, c'est qu'on est sorti du déni. Ces sujets-là n'existaient pas il y a 20 ans. Quasiment pas. En tout cas dans le débat public. Il y avait des chercheurs, des sociologues qui expliquaient les problèmes de mobilité sociale, mais bon, au-delà de ça, il n'y avait pas de débat autour de ça. Ça restait vraiment extrêmement confidentiel. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'en préoccupent. Les établissements d'enseignement supérieur s'en préoccupent. Les politiques s'en préoccupent. On a même eu une ministre déléguée à l'égalité des chances à un moment, et c'est un sujet qui est transverse, c'est-à-dire que ça n'appartient pas à un parti. Tous les partis regardent un peu ces enjeux. Les entreprises s'en occupent aussi, en disant ok, on a compris qu'il y a un vrai souci, qu'il y a là des talents cachés, et on a envie d'aller les chercher et de leur donner leur chance. Quel regard vous portez justement sur le rôle de l'école dans l'ascenseur social depuis 20 ans ? Alors, c'est là aussi, vieux rêve de cette école républicaine qui est censée donner sa chance à tous. Moi, je reste un fervent défenseur de l'école, et jamais en 20 ans, vous ne trouverez un écrit ou un truc que j'ai pu dire qui sera à l'encontre du travail des enseignants. Les premiers militants de la réussite pour tous, ce sont les enseignants, ce sont les équipes pédagogiques. Voilà. Et moi, je crois que les enseignants qui font un boulot formidable, à un moment, ils ne peuvent pas faire rempart contre le poids des inégalités. C'est pas possible. Il faut arrêter de se leurrer sur ça. Un enseignant, il ne sait pas dans quelles conditions vous travaillez à la maison, et est-ce que vous avez un bureau pour vous dans lequel vous pouvez bosser, ou est-ce que vous devez vous occuper des autres membres de la famille. Il ne sait pas quels sont les rêves que vous avez en tant que jeune, et est-ce que c'est des rêves qui sont auto-limités parce que vous ne vous autorisez pas tous les possibles, et est-ce qu'on peut vous aider à essayer de les élargir. Il ne sait pas quel est le niveau de confiance en vous que vous pouvez avoir. Enfin bref, il y a une foultitude. Quel est le niveau de fortune aussi que vous avez, quels sont vos moyens, ça joue aussi, bien sûr. Dans certains quartiers défavorisés, ils savent quand même qu'ils ont affaire à des populations défavorisées. Donc, ils savent qu'ils ont affaire à... Oui, voilà. Et du coup, le message souvent des enseignants, c'est de dire, c'est bien joli tout ça, mais on ne peut pas consacrer tout le temps nécessaire à aider ces jeunes dans leur projet. Et puis il y a une autre clé qui est que les enseignants eux-mêmes, souvent, et en particulier dans les quartiers les plus défavorisés, où on a affaire à des jeunes profs, on leur demande de décrypter aux jeunes un monde qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Un enseignant, pour parler de la réalité du monde de l'entreprise, c'est des fois un peu compliqué, parce que c'est pas son vécu, parce que non plus, donc évidemment. Bienvenue dans l'ascenseur. En revanche, l'enseignant, il a un rôle de passeur crucial vers des associations comme l'ascenseur, bien sûr. Voilà, comme Article 1 et tout ça, pour justement trouver des ressources en fait. Qu'est-ce qu'il faudrait encore faire en fait pour améliorer, accélérer l'ascenseur social dans ce pays ? Je pense qu'il faut prendre acte du fait que les jeunes les plus défavorisés ont besoin d'un accompagnement supplémentaire qu'il faut qu'on accepte de mettre en place. Quand je dis les jeunes les plus défavorisés, je parle pas seulement des jeunes urbains. Il y a une réalité qui est aussi celle des campagnes, des territoires, des bassins désindustrialisés, des publics migrants qui peuvent arriver en France. Enfin bref, il y a un certain nombre de publics. Évidemment, c'est pas facile de dire défavorisés, mais il y a quand même un certain nombre de publics où on sait qu'ils ne partent pas avec les mêmes chances que les autres, et où je pense qu'il faut acter et dire ok, on va mettre des moyens supplémentaires sur eux. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire. En vrai, parce que la puissance publique est pas l'État, l'État, l'école n'est pas organisée pour faire ça. C'est pas exactement sa mission. Sa mission, c'est d'essayer de former massivement tout le monde en créant une forme d'équité. C'est pas de rétablir l'égalité des chances en donnant plus à ceux qui en ont un peu plus besoin. Et ça, c'est le travail des assos. Et aujourd'hui, on est dans une situation où ce travail des assos, j'allais dire, il est encore pas forcément bien compris et pas généralisé.
Voilà, c'est-à-dire que on fait du bricolage. Là où il faudrait que l'on fasse très massivement et de manière systémique les choses. Oui. Moi, je suis partisan, par exemple, avec d'autres associations, du fait qu'il y ait, entre autres solutions, un droit au mentorat. C'est-à-dire qu'on puisse dire, pour les jeunes les plus défavorisés, qu'ils puissent revendiquer un droit au mentorat pour avoir accès à quelqu'un à côté de l'équipe pédagogique qui puisse lui ouvrir des horizons, par exemple. Et cette histoire de un jeune, un mentor, c'était quoi? C'est un peu cette idée, de pousser à une forme de droit au mentorat. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en oui, place. Bien sûr, oui. Un jeune, un mentor. C'est quelque chose qui a été mis en place. C'est 150 000 jeunes accompagnés, alors que au départ, toutes les assos qui faisaient du mentorat, on devait être à quelque chose comme 20 000 jeunes accompagnés. Donc, on est à 150 000 par an. Depuis combien de temps? Ça fait 2 ans. C'est ça. Voilà. Et donc on n'a pas encore pu mesurer les effets de cette politique. On mesure des effets. Il faut avoir en tête que c'est une politique, pour la première fois, une politique avec un soutien public important, notamment financier, autour du mentorat. C'est une première en Europe. Ça s'est fait aux États-Unis, mais ici, ça ne s'était jamais fait. C'est un développement très massif et très rapide. Donc, il y a encore des effets de bord. C'est-à-dire qu'effectivement, tout n'est pas encore complètement optimal. Je pense notamment au fait que les jeunes comprennent de quoi on parle quand on parle du mentorat. Et pareil sur tous ceux qui peuvent être des relais pour proposer du mentorat. Je pense notamment aux enseignants. L'information, elle est encore assez peu passée et assez peu disponible. Et ils ne savent pas exactement que cette offre peut être proposée aux jeunes par des associations d'intérêt général à but non lucratif, donc complètement désintéressés, qui vont mobiliser des mentors pour répondre aux besoins des jeunes. Donc ça, c'est un progrès. Ça, c'est un progrès. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme progrès qu'il faudrait entamer, qu'il faudrait faire? Je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur l'orientation, par exemple, pour parler des sujets que je connais chez Article 1, mais d'autres assos vous diraient il faut remonter encore plus tôt. Les entretiens d'excellence par exemple. Dont je fais partie constatent exactement le même sujet depuis des années la problématique de l'orientation précoce vers des filières courtes. Ouais. Uniquement dictées par des biais sociaux, culturels en fait. C'est ça. Il y a un marché de l'orientation aujourd'hui où les acteurs publics où le service public de l'orientation a du mal à prendre en compte ce poids des inégalités. Et puis à côté de ça, il y a tout un tas d'acteurs privés qui déboulent. Et il est un peu compliqué de faire la part des choses. Donc le résultat, c'est que en gros, ceux qui ont les moyens de se payer de l'information sur l'orientation le font au bénéfice de leurs enfants, et les autres sont un peu démunis. Pas que de l'information d'ailleurs, du coaching. Oui, quand je dis de l'information, c'est au sens très large, voilà. Effectivement. Ouais. Donc là, on est dans un truc qui est massivement inégalitaire. Je fais partie de ceux qui pensent que Parcoursup est plutôt un progrès, parce que au moins on a tout mis sur Parcoursup. Au moins, quasiment toutes les formations sont sur Parcoursup. Mais il faut presque prendre un coach pour comprendre comment. Oui, parce qu'il y en a 18 000, donc évidemment c'est un peu compliqué. Mais avant, ça n'existait pas. Donc avant, c'était encore plus caché comme marché. Bon là, voilà. Après, il y a une question sur les modes de sélection. Là, c'est encore un autre débat, mais il y a au moins cette démarche qui vise à ce qu'il y ait une forme de transparence de l'information qui est intéressante. Voilà, donc il y a l'orientation. Je pense qu'il y a des vraies logiques et des vrais efforts à mener autour de la mobilité, autour du logement. Moi, j'ai encore des situations de jeunes, alors même que, effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent bénéficier d'une bourse, etc. On a encore des situations de jeunes qui refusent de faire des études supérieures auxquelles ils sont admis dans certaines villes parce que l'offre de logement étudiante est insuffisante et qu'ils n'ont pas les moyens d'accéder au logement privé. Voilà, c'est une réalité économique. Donc ces freins-là, même si on est sur un pays où on se targue du fait que l'éducation et l'enseignement supérieur soient peu chers, qu'on redistribue beaucoup et qu'il y ait des bourses, etc., les freins matériels, ils existent encore. Il y a des jeunes qui sont en incapacité de faire des études auxquelles ils pourraient prétendre. Bienvenue dans l'ascenseur. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore ? Moi je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir aussi sur la question de la reconnaissance des compétences, et je pense notamment à tout ce qui est de l'ordre des compétences comportementales. Les soft skills. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en France, on a un attachement au diplôme qui est historique. Voilà, c'est extrêmement fort chez nous. Bon, d'accord, un diplôme atteste d'un certain nombre de compétences
en dur, hein, qu'on a pu développer. Ça atteste aussi souvent d'une forme d'état d'esprit. C'est-à-dire, voilà, on a acquis une forme de vernis culturel et social. C'est-à-dire attacher aussi de l'importance aux compétences douces. C'est comme ça que vous les appelez. C'est ça. vous. Moi, les compétences douces ou les intelligences multiples. C'est-à-dire qu'il y a d'autres formes d'intelligence que l'intelligence qu'on valorise à l'école, qui est une intelligence très académique, analytique. Oui, l'intelligence relationnelle, tout ça. L'intelligence relationnelle, l'intelligence collective. L'intelligence artistique, il y a d'autres formes d'intelligence. Voilà, moi je pense qu'on aurait besoin de valoriser ça, et c'est un vrai chantier en soi, mais c'est là où on aurait une capacité d'exprimer vraiment la diversité des talents. Ce serait extrêmement intéressant. Et je revendique ça parce que je pense qu'en particulier pour les jeunes de milieu populaire, si on était capable de s'intéresser aux soft skills, on s'apercevrait qu'ils ont des compétences de fond qui sont extrêmement intéressantes pour des entreprises. Alors peut-être qu'ils n'auront pas le diplôme qui va faire briller les yeux d'un recruteur parce qu'il aura fait la grande école machin, le stage dans l'entreprise truc ultra connu, et qu'en plus il pratique les sports qui vont bien sur le CV pour impressionner un recruteur. Mais à côté de ça, je pense que des jeunes issus de milieux défavorisés, pour arriver à cet entretien, ils ont dû faire preuve de résilience, ils ont dû faire preuve de capacité d'adaptation, ils ont dû faire preuve de compréhension de la complexité, de capacité d'adaptation et d'apprentissage, qui est extrêmement intéressante pour un futur employeur. Ça, c'est vrai. On l'entend beaucoup dans le podcast, hein, dans les témoignages. C'est incroyable. Des gens qui se tirent de situations tellement difficiles avec une telle énergie, ténacité, résilience qu'on se dit que pour les entreprises, ce sont des talents incroyables. Bien sûr, bien sûr. Alors moi, j'ai une dernière question. Oui. Pourquoi le mot méritocratie est devenu un gros mot en France? Oh, je dirais pas que c'est un gros mot, mais c'est une fable. C'est pas un gros mot. Si ça existait, si ça existait en vrai, ce serait intéressant. Mais sauf que ça n'existe pas. Alors pourquoi ça n'existe pas? Je vais prendre un exemple, qui est un exemple vécu chez Article 1 d'une jeune fille issue de l'immigration qui arrivait en France assez tardivement, au moment du collège. Et cette jeune fille, elle a fait ses études. Et elle est arrivée à un moment au concours de Normal Sup. Elle a présenté, elle a eu l'écrit et elle n'a pas eu l'oral. Voilà, parce que manquait quelques éléments de culture générale, notamment dans sa présentation, et puis que, en termes d'aisance en français, c'était pas, elle était arrivée à 12-13 ans, donc évidemment, c'était pas non plus aussi facile que quelqu'un dont c'est vraiment une langue maternelle depuis tout petit. C'est un exemple. Et moi, je trouve que là, c'est la preuve que la méritocratie ne marche pas. Parce que cette jeune fille, quand vous regardez le chemin qu'elle a parcouru pour arriver au concours de Normal Sup, en venant d'un autre pays, de parents défavorisés, évidemment, j'ai oublié de le dire, en s'accrochant d'un point de vue de scolaire pour avoir le niveau qui lui a permis de passer l'écrit pour arriver à l'oral, en s'exprimant en français qui n'était pas sa langue maternelle, je considère qu'on aurait pu se poser la question de savoir si elle n'avait pas plus de mérite que quelqu'un qui est né dans le bain, qui est poussé vers ça depuis tout petit, qui a les parents qui lui ouvrent les portes, qui fait les bonnes écoles dont on sait que ce sont celles qui vous donnent un maximum de chances de pouvoir présenter ce genre de concours. Même si je ne nie pas que c'est une personne qui a travaillé aussi, je me pose la question de savoir si on a vraiment reconnu le mérite de cette candidate qui s'est fait recaler. Du coup, ça revient à leur dire, c'est pas la peine de faire d'efforts finalement, puisque de toute façon, c'est plié. Moi, je trouve que c'est un message qui est difficile. Je me résous pas à leur dire ça. C'est-à-dire que je pense quand même que il y en a qui y arrivent quand même. Et alors, il y en a qui y arrivent, d'ailleurs, effectivement. On s'attache à les aider pour qu'ils y arrivent. Donc, c'est votre boulot aussi depuis 20 ans d'aider. On s'attache à les aider. Moi, je trouve qu'en l'occurrence, elle n'a pas été aidée tant que ça. C'est-à-dire que bien sûr. Et nous, ce qu'on propose, on a proposé, et je sais que les écoles normales ont plutôt été dans ce sens-là, justement, on a proposé qu'il y ait une forme de bonus au mérite pour les jeunes qui viennent de milieux populaires en disant qu'ils ne sont pas partis de la même ligne de départ. Exactement. Voilà. Et là, moi, je trouverais ça intéressant. Et là, je me dirais, OK, on fait quelque chose. Aujourd'hui, non. Ça, c'est un exemple individuel, mais et je suis désolé si c'est des chiffres pas très optimistes, mais j'en ai d'autres. Quand vous passez le bac, à résultat équivalent au bac, donc là, on pourrait appeler ça mérite ou travail ou tout ce que vous voulez, à résultat équivalent au bac, quand vous venez d'un milieu défavorisé, vous allez 2 fois moins dans l'enseignement supérieur long et sélectif que quand vous venez d'un milieu favorisé. Donc
Donc là, on n'est pas en train de se dire que c'est parce qu'ils sont moins intelligents ou moins travailleurs. C'est pas ça. Ça veut dire que notre système n'est pas organisé pour permettre à ces jeunes, justement, de s'ouvrir les mêmes horizons. Voilà. Donc, et moi, tout le but de l'article 1, c'est justement de combattre ça, de dire à ces jeunes qu'il faut s'accrocher et surmonter ce genre de difficultés, en tout cas ne pas les accepter, et qu'ils ont complètement leur place. Moi, il y a cette même jeune fille là dont je parlais. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle a quand même fait. Aujourd'hui, elle travaille dans une grande entreprise. Elle a fait une très belle école de commerce au lieu de faire normal, et voilà, ça va bien pour elle. Mais il y avait un truc qui était étonnant, c'est que quand on discutait avec elle, elle trouvait la situation presque normale. En disant j'ai pas eu de chance, c'est normal, c'est pas grave, je me suis pas bien débrouillé. Ouais, elle était un peu dans le. Mais oui, alors nous on était presque plus en colère qu'elle qu'en fait, en disant mais ce qui s'est passé là est inadmissible. Et donc voilà, il y a cette forme de fatalisme. D'intériorisation du fait que voilà. De toute façon c'est pas pour elle. Oui, et il y a souvent une forme d'humilité extrêmement forte. C'est en gros que si ça se passe bien, c'est parce qu'ils ont eu de la chance. Et si ça se passe mal, c'est de leur faute. Voilà. Et non, ça c'est un peu dommage. C'est-à-dire que ce sentiment d'imposture là, moi je le rencontre souvent chez les jeunes qu'on accompagne, qu'ils aient réussi ou pas réussi d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils vivent souvent avec ça, le fait de se dire on est sorti d'un monde, on arrive dans un autre monde et on n'est toujours pas certain d'y avoir notre place. Bienvenue dans l'ascenseur. Il y a des initiatives et des choses qui se mettent en place. Je pense par exemple à des écoles qui, à côté du concours classique, mettent de plus en plus en place des systèmes d'admission parallèles. Oui, comme Sciences Po. Sciences Po ou même les grandes écoles de commerce. Absolument. Comme HEC ou l'ESSEC, qui maintenant se disent, par exemple, à côté de notre concours classique, on va aller chercher des universitaires à Bac+2 ou Bac+3. Comme ça, on va se donner une chance de récupérer des jeunes qui n'ont pas osé ou qui n'ont pas su, pour X raisons, se lancer dans la filière classique, qui ont le potentiel et qu'on va récupérer en cours de route. Toute la question, c'est comment on organise le SAS. Il faut quand même qu'il y ait une forme d'équité aussi par rapport aux autres. Mais effectivement, ça marche. Les résultats quand même des conventions d'éducation prioritaire de Sciences Po, ils sont assez remarquables. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un mode d'admission très différent qui avait été mis en place. On voit qu'au bout de quelques années, les jeunes qui sont passés par cette filière sont parfaitement intégrés à Sciences Po, voire même dans les premiers résultats. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on parle pas de 2 ou 3, on parle pas de quelques exceptions, on parle de pourcentages assez importants dans les promos. Après, il y a des progrès à faire dans l'inclusion de ces élèves, dans ces écoles-là où il y a beaucoup d'entre-soi et où ça présente souvent des chocs pour eux d'arriver dans des promotions avec des fils de famille qui sont préparés à ça, comme vous disiez tout à l'heure, depuis leur naissance pratiquement, et voilà, qui ont des avantages sociaux, culturels vraiment importants. On aura toujours ce débat et ça peut pas se faire dans le consensus. Parce que effectivement, les jeunes qui ont eu les bonnes informations et le bon accompagnement, ils ont aussi travaillé. Bien sûr. Évidemment, bien sûr. Et donc quelque part, certains peuvent vivre ça comme une situation d'injustice. Et en particulier, un public qui peut vivre ça comme une situation d'injustice, parce que ce sont pas des gens favorisés, ce sont les enfants d'enseignants. Voilà, parce que les enfants d'enseignants, de par leur famille, ont les codes, ont les clés, ont les bonnes infos sur les filières, ils réussissent très bien parce qu'ils ont un bon accompagnement, ils sont pas favorisés. Et donc, typiquement, ce genre de mesure, si on en vient un jour à mettre un bonus au mérite pour les jeunes encore plus défavorisés, qui peuvent venir de quartier ou de campagne, et qui viendraient à leur passer juste devant, je pense qu'évidemment, ce serait mal vécu. Évidemment. Je pense que on n'échappera pas à ce genre de discussion, malheureusement, mais voilà, sinon on entretient une fiction et on fait semblant que tout va bien et on a toujours 2-3 exceptions statistiques qui permettent de faire des belles photos pour dire que si on veut, on peut et la méritocratie ça marche, mais la réalité c'est pas ça. Très bien. Qu'est-ce que vous pensez de cette étude qui est parue il y a 2 ans dans Le Monde? Et surtout, c'était une étude de l'INSEE qui disait que quand même l'ascension sociale, ça marche en France. Vous avez vu cette étude? Oui, je l'ai vue. C'est une étude qui résume l'ascension sociale à une question de revenus, en fait. Oui. Donc on parle pas là de capital culturel, on parle d'argent.
en fait. Et donc, qui a été faite en mesurant finalement les revenus des parents versus les revenus des enfants quand ils deviennent adultes. Et qui dit que dans 70% des cas, les enfants issus de milieux modestes ont un revenu supérieur à leurs parents. Du coup, ça, c'est peut-être... Voilà, je vais pas m'accrocher qu'à ce chiffre-là, mais je suis d'une nature assez optimiste. Et je me dis que bon, ça montre quand même... qu'il y a quand même... Tout n'est pas totalement cassé et verrouillé. Non, bah heureusement que... Et ceux qui y arrivent et qui témoignent dans ce podcast sont peut-être des exceptions, mais voilà, 70%, c'est pas des exceptions non plus. Ouais, alors moi je pondérerais cette lecture des résultats. Il y a un certain nombre d'études qui ont suivi. Je pense notamment à une étude assez récente de France Stratégie qui analysait les parcours en regardant les questions de genre, les questions d'ascendance migratoire et les questions de milieu social, et qui expliquait que oui, en fonction du milieu social, effectivement, quand même, vous n'avez pas accès au même niveau c'est sûr, au même niveau d'études et donc d'emploi. Donc voilà, il y a quand même un certain nombre de chiffres qui sont ennuyeux. Moi, ce que je connais mieux, ce sont les enjeux d'accès aux formations. Donc la question des revenus derrière, je ne sais pas. Et effectivement, on peut très bien, avec un bac+2, avoir un meilleur revenu que certains bac+5. Oui, bien sûr. Il est pas du tout exclu d'ailleurs que dans cette étude que je cite, ce soit parce que le père était ouvrier, l'enfant devient contremaître. Oui. Donc forcément, il gagne plus que son père, mais enfin, c'est pas non plus une mobilité sociale considérable. C'est ça, je pense que mais malheureusement, la question de la mobilité sociale, c'est pas grippé complètement, mais oui, ça reste compliqué. J'aimerais quand même qu'on le dise, parce que bon, sinon, ça donne pas beaucoup d'espoir aux gens qui nous écoutent, en fait, voilà. Même si ça n'empêche pas qu'on doit se battre sur le plan collectif. L'espoir, moi, je crois beaucoup à la phrase d'Alain. Vous savez, le pessimisme, il est d'humeur, et l'optimisme, il est de volonté. Ça veut dire que, en fait, si on regarde les stats et les chiffres, on s'aperçoit que le tableau n'est pas rose, mais après, c'est pour ça qu'on est militant, c'est pour ça qu'on combat, c'est pour ça qu'on lâche rien, et c'est pour ça qu'on crée article 1. Voilà. Et l'ascenseur, en se disant, ok, on ne se contente pas de ce déterminisme et de cette situation, et il y a plein de belles énergies qui sont prêtes à se mobiliser pour contrecarrer ça, et on y va. Donc, et on le fait nous, parce que si on attend que ça bouge au niveau politique, on va encore attendre 200 ans pour mettre en œuvre le fameux article 1, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Nous, on l'a pris en disant que c'est une promesse à laquelle on croit, vers laquelle on veut tendre, mais on fait juste le constat qu'on n'y est pas. Voilà, donc moi, je veux surtout pas porter de discours pessimiste, mais réaliste. Je veux pas non plus faire comme si tout allait bien, sinon ça n'a pas de sens. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous. Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles. C'était Bienvenue dans l'ascenseur, un podcast réalisé par Actuality. Montage et mixage, Romain Majewski. Musique, Kevin O'Leary.